Dans cette troisième étape, on va commencer à regarder vraiment le cœur de D3 et on va voir que contrairement à d'autres librairies qu'on utilise pour générer des graphes comme des diagrammes en barre ou des pie charts ou d'autres types de graphes, on va voir que dans D3, on a une approche qui est assez différente. Et finalement, ce qu'on va faire, c'est de la manipulation de structures hiérarchiques, typiquement de la manipulation de DOM. Donc, dans cette étape, on ne va pas encore faire des dessins, mais on va voir qu'on peut modifier notre document HTML et puis on va voir qu'on peut injecter les données qu'on vient de recevoir de notre API REST. Et donc ce qu'on va voir, c'est ce que dans la documentation, est-ce que le créateur de D3 a appelé le General Update Pattern, qui est du code que vous allez retrouver dans beaucoup d'exemples. Finalement, ce qu'on va voir, c'est que dans D3, on a une approche qui est déclarative. On va dire, voilà des données, voilà comment j'ai envie qu'elles soient représentées. Donc on ne va pas avoir une description procédurale du dessin, mais c'est plus j'ai envie de représenter mes auteurs avec cet objet ou avec ce type de structure dans le DOM. Et puis après, on va fusionner des données avec un document et le résultat sera la mise en forme. On va peut-être regarder une fois le résultat. Donc, j'ai ici un peu modifié le code. D'une part, j'ai supprimé les fonctions de test qu'on avait vu avant pour valider le fonctionnement de Q. Et puis, vous voyez que ici, j'ai rajouté du code qu'on va commenter après. J'ai rechargé la page. Donc, de base, on affiche ici. D'ailleurs, je vais le recharger ici. Donc, on a notre... J'aurais dû mettre le breakpoint. Je vais mettre le breakpoint ici. Voilà, donc ici pour le moment on affiche Welcome to T-Web, qui est bien le contenu de mon document HTML avant que je n'exécute le script. Si je reviens ici et puis que j'exécute juste cette première ligne, on va voir que j'ai changé le titre. Et puis si je vais au bout du traitement, on voit ici que j'ai la liste de mes contributeurs. Donc c'est vraiment les données qui viennent de Elasticsearch via l'API REST qui ont été rajoutées. Et puis si je regarde la structure de mon DOM, on voit qu'on a des divs ici qui ont été rajoutés. D'accord? Donc ça c'est ce que mon script fait et on va maintenant regarder le code. Avant ça, je vous donne un pointeur dans la documentation. Donc Mike Bostock, c'est l'auteur de la librairie D3. Il a écrit de nombreux articles, blogs et exemples qui complémente la documentation. Vous allez voir que la documentation d'API, elle est souvent assez brute, dans le sens où il n'y a pas d'exemple forcément, il n'y a pas beaucoup de contexte. Le contexte, il est décrit dans ce genre d'article. Donc celle-ci ici qui s'appelle Comment est-ce que les sélections fonctionnent dans D3. C'est vraiment quelque chose que vous allez vouloir lire et que vous allez vouloir même reconsulter plusieurs fois. Mais en gros, ce qu'on vous explique ici, c'est que vous avez des fonctions pour pouvoir sélectionner des nœuds dans votre structure hiérarchique, typiquement dans votre DOM. Et puis, une fois que vous avez fait des sélections, vous pouvez associer vos sélections à des données. Et ensuite, D3 va faire de la magie et derrière les décors va garder ce lien entre les éléments du DOM et vos éléments de données, ce qui fait que vous allez après avoir une représentation textuelle ou graphique de vos données. Et puis, à la fin, ici, vous avez
cette introduction à ce que Mike appelle la General Update Pattern. Et puis vous avez ici ces notions de Enter, Update et Exit, dont on va reparler après. C'est vraiment ce qui caractérise D3 et qui n'est pas forcément tout à fait intuitif au départ quand on commence à utiliser la librairie. Mais il y a suffisamment d'exemples et c'est un pattern qu'on retrouve sans arrêt. Donc assez rapidement, on commence à comprendre comment ça fonctionne. Donc, on va venir dans notre code et puis on va regarder ce que j'ai fait. Donc, cette première ligne ici, j'utilise une fonction de la librairie D3 et j'ai cette fonction select. Donc là, je dis j'ai envie de sélectionner le premier élément body dans mon DOM. Quand j'ai cette sélection, j'ai envie de sélectionner son premier fils H1. Et puis, une fois que j'ai une référence vers ce nœud-là, je peux utiliser des fonctions comme text, comme attr, comme class pour manipuler le nœud. Donc, ce qu'on voit ici, ce que je fais, c'est je récupère le premier H1 de body et je modifie son texte. Et si vous vous souvenez, je vais revenir dans mon éditeur, je vais recharger. Si j'exécute cette instruction, vous voyez que c'est bien ce qui s'est passé. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez select qui sélectionne le premier élément qui correspond au sélecteur. Et puis, vous avez aussi une fonction select all qui sélectionne tous les éléments correspondant au sélecteur. Si vous avez travaillé avec jQuery, par exemple, vous allez reconnaître certains mécanismes. Donc ça, je pense que c'est assez clair. Et sur ce lien, on n'a pas fait de lien avec des données, c'est simplement de la manipulation de DOM. Le deuxième bloc ici est beaucoup plus intéressant. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Je dis, je veux sélectionner le nœud dans mon arbre qui s'appelle body. Et ensuite, je veux sélectionner tous les éléments qui ont la classe auteur. Ce que j'ai envie de faire finalement, c'est que chacun de mes auteurs dans mon repo Git, donc vraiment les gens qui sont ici, j'ai envie que chaque auteur soit représenté avec un div qui est la classe auteur pour que je puisse après le styler en CSS. Et puis j'ai envie d'avoir le nom de l'auteur dedans. Donc qu'est-ce que je fais ici? Je dis je sélectionne, au départ ce sera vide, et avec cette fonction .data où je lui passe data, et vous vous souvenez que data ici c'est le payload JSON que j'ai reçu de mon API REST. Là je dis à D3 fais la fusion entre les données et cette sélection, donc tous les auteurs que tu as trouvés. Et c'est là où on arrive dans ce pattern ou dans ces trois cases Enter, Update et Exit. Quand on fait la fusion entre les données et les éléments du DOM, il y a trois possibilités. Ce que j'ai ici, c'est Enter. Donc ça veut dire j'ai des données qui arrivent et je n'ai pas encore d'éléments dans le DOM pour les représenter. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un nouveau div. Je vais lui donner la classe CSS auteur. Et puis ça, c'est aussi la syntaxe spéciale de D3. Je vais mettre son texte, comme je l'avais mis ici. Mais ici, c'était en dur. Là, on voit que je lui passe une fonction D. Ça va représenter l'élément du tableau qui est associé au nouvel élément créé. Donc ici, cette fonction va être appelée autant de fois qu'il y a d'éléments dans le tableau data. Et donc, ce que je retourne ici, c'est la propriété auteur, puisque dans mon payload JSON, ici, j'ai cette propriété ici.
Dans mon cas, je fais uniquement, je merge les données une seule fois, donc c'est le seul cas de figure. Dans certains scripts, vous allez de temps en temps avoir exit. Ça veut dire, dans l'étape précédente, j'avais associé des données à des éléments du DOM, et puis je refais une fusion avec les données et je me rends compte que il y a des données qui sont plus là. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je supprime les éléments du DOM? Est-ce que je les masque? Est-ce que je les fais passer en rouge? Ça, vous avez la flexibilité de le faire, mais c'est évidemment ici, je réagis au fait que les données qui sont visualisées par mon document ont changé et j'ai des éléments qui ont disparu. Et puis finalement, vous avez le update. C'est si on recharge la page plusieurs fois, les éléments qui existent déjà, je ne vais pas faire de append, mais je vais, dans certains cas, vouloir changer certaines propriétés, certaines classes. Donc, de nouveau, ici, je fais juste le Enter, mais si vous regardez ici en bas, vous avez un pointeur vers un exemple où vous avez ce script et puis vous avez après le code et vous voyez dans les commentaires. Donc là, on fait la fusion entre tous les éléments texte. Ce code ici va être appliqué à tous les éléments du DOM qui sont associés à des données et qui étaient déjà associés à des données. Vous voyez que c'est un update, donc cette fonction update, elle est appelée plusieurs fois. Donc si la fois d'avant, j'avais déjà créé un élément du DOM pour cet objet, je vais changer sa classe. Ensuite, ici, j'ai ce code qui va être utilisé pour créer les nouveaux nœuds. Donc j'ai des nouvelles données qui sont arrivées. Je veux ici à chaque fois créer, rajouter un élément texte. Je vais les styler. Je pourrais m'arrêter là. Là, avec le merge, ce qu'on fait, c'est qu'il y a certaines choses que j'ai envie de faire aussi bien aux nouveaux éléments qu'aux éléments qui existaient avant. Et puis troisième chose, j'ai le exit, donc c'est quand je refais un appel sur update, mes données elles ont changé, il y a certaines données qui ont disparu, qu'est-ce que je fais ici? Je les retire du DOM. Ça c'est vraiment le mécanisme que vous allez souvent voir dans D3. Donc je reviens dans mon debugger. Où est-ce qu'il est? Il est là. Et puis, on va aller au bout de l'instruction et on voit qu'on est ici. Ce que je vais faire, je vais peut-être ici rajouter une instruction juste pour pouvoir faire un breakpoint. Donc on va recharger ça, on va mettre un breakpoint ici. Et de nouveau, c'est utile quand vous voulez faire des tests avec D3 de vous mettre dans le debugger. Vous avez toujours accès ici à l'objet D3. Donc ici, je vais faire des tests avec une sélection. J'ai envie de sélectionner l'élément body. Et puis ensuite, j'ai envie de sélectionner tous les éléments point hauteur. Ça, je peux le mettre dans une variable. AS pour Outer Selections. Et puis, vous voyez ici que vous avez cet objet sélection. Et c'est là que où vous allez vous rendre compte que
D3 a des structures de données qui sont assez sophistiquées, auxquelles vous n'êtes pas forcément exposé, puisque vous allez après utiliser des fonctions qui, elles, manipulent la structure de données. Mais si vous regardez ça et si vous voulez comprendre cette structure de données, ça, c'est vraiment ce que vous allez voir dans cet article ici. Vraiment, cet article ici, il vous explique comment travailler avec cette structure de données. Mais par contre, si j'ai mon AS ici, je peux, alors je vais revenir sélectionner, comme ça on le voit. Je peux faire ici as.class, ou bien je vais faire atr style color de point blue. Si on regarde ici nos éléments, hein, donc AS, ça représentait ici la sélection de tous mes éléments avec la classe auteur, donc tous mes divs. Eh bien, on voit ici qu'il a rajouté le style et puis il a mis à jour. Donc, même chose ici, si au lieu de atr, j'utilise texte, eh bien, vous allez voir que tout est modifié automatiquement. Donc de nouveau, prenez l'habitude de vous arrêter dans le debugger, faites des tests, travaillez avec AS, explorez les structures de données. Ça va vous aider à comprendre le mécanisme et la fonction de D3. Donc ce qu'on a vu ici, c'est finalement si j'ai des données, je peux construire ma page HTML et puis je peux la structurer. Donc ça c'est aussi une utilisation de D3, même si on ne fait pas de dessin, même si on ne génère pas de graphique, finalement de dire je vais générer une table ou je vais populer des listes à puces. C'est des choses qu'on peut faire avec D3 et il y a des mécanismes qui sont très puissants pour faire ça. De nouveau, après, si vous imaginez que vous rechargez les données via l'API REST périodiquement, ben vous pouvez après mettre à jour votre DOM, donc, qui peut être, dans le plus simple des cas, une structure HTML. Prochaine étape, on va voir qu'on peut faire exactement la même chose, mais avec du markup SVG, et on va donc pouvoir dessiner des cercles, des rectangles, des labels et d'autres choses.